Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Génération, le podcast qui explore l'écart générationnel qui s'est formé entre ceux qu'on appelle les jeunes et ceux qu'on appelle les vieux. Nous invitons deux personnes de deux générations différentes qui se retrouvent pour discuter d'un sujet qui leur est commun. Ce qu'on cherche à faire dans cette émission, c'est rétablir le dialogue, échanger, débattre et se comprendre. Peut-être se fâcher, puis se réconcilier. Je suis Alice Royer et je suis accompagnée de Serge Escande. Salut à tous, je suis Serge. Aujourd'hui, nos deux invités sont journalistes. On va parler du métier de journaliste à travers les yeux de deux générations. L'une qui sait utiliser un fax et l'autre pour qui l'algorithme TikTok n'a aucun secret. Christina Alonso a 61 ans, elle est journaliste chez Influencia et Estelle Kammerer a 25 ans, elle est journaliste chez Radio France. Salut Christina, salut Estelle. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Priorité aux jeunes. Estelle Kammerer, 25 ans, je suis journaliste depuis 1 an. Parce que je suis sortie d'école en septembre dernier. Je travaille à la Pige depuis septembre 2023. Alors moi, j'ai démarré à l'âge de 28 ans, ça devait être en 89, je pense. La Stratégie, qui était un journal sur la communication. Puis je suis allée au JDD, toujours en presse écrite. Puis ensuite, j'ai créé le L à Paris, un City Mag, le premier City Mag féminin dans le groupe Lagardère. Et puis là, je suis chez Influencia, toujours en presse écrite. Très bien, alors la première question, c'est la suivante. Estelle, Christina est née en 1961. Pour te dire, c'est l'année de la sortie de West Side Story. Le premier, bien sûr. Que penses-tu de la génération de Christina ? Je pense que déjà, il y a un véritable écart parce que, si je ne me trompe pas, à l'époque, par exemple, on ne faisait pas du tout le métier comme on le fait aujourd'hui. À la radio, par exemple, on découpait à la main les enregistrements. Et on a une autre façon de voir les choses, forcément, parce c'était une génération après la guerre, pendant la guerre froide, et qui avait peut-être moins de stress que la nôtre aujourd'hui. Je pense qu'il y a une autre façon de voir le travail aussi. Dans ma tête, c'est un peu le fait que ce soit l'après-guerre qui change tout, où c'était une génération, peut-être une situation où tout allait mieux. Et j'ai l'impression que nous, tout va très mal, un peu tout le temps. Et ce qui fait qu'on a du mal à se projeter, par exemple. Et je ne sais pas si la génération de Christina avait autant de mal à se projeter que nous. Je suis tout à fait d'accord. En fait, on était, à mon sens, une génération qui avait la vie plus facile. Professionnellement, on ne s'interrogeait pas vraiment sur le lendemain. On n'était pas inquiet sur ce qui allait se passer, comment on allait travailler, comment on allait gagner notre vie. Et aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit que c'est super angoissant pour les jeunes, en fait, et que chercher un travail, on nous explique un peu toute la journée que c'est facile, que les boîtes sont en recherche, mais en fait, c'est faux. On raconte aussi beaucoup que les jeunes sont très bien traités dans les entreprises. C'est faux. Donc, à mon sens, oui, notre époque était vachement plus légère, en fait. Elle était plus insouciante ? Ah oui, légère, insouciante. On se mettait en coloc, mais c'était pas une affaire d'État. On déménageait, les loyers n'étaient pas chers. Trouver un nouveau boulot, c'était un copain qui t'appelait pour te dire « Dis donc, qu'est-ce que tu fais ? T'en as pas marre d'être à la fac ? Viens dans notre boîte. Tu seras mal payé au début, mais après ça ira. » Donc, il y avait, nous, ce qu'on a connu, c'était un peu cette légèreté-là, en fait. Et puis par rapport à ce que disait Estelle, peut-être que les technologies créaient moins de pression, de rapidité. On a connu effectivement l'époque où tu avais, ce qui était génial en même temps, tu avais ton centre de documentation au sein du groupe Hachette. Et là, tu demandais ta doc et tu avais 10 personnes qui cherchaient tes docs et qui t'apportaient ça, des dossiers écrits, tu stabilobossais et puis ça te servait à faire ton article. Donc, on a commencé quand même comme ça. Et puis, ça a changé, je ne sais pas il y a combien de temps d'ailleurs, je ne sais plus. Moi, aujourd'hui, je suis clairement débordée par les mails, débordée par l'actu tous azimuts. Il faut vraiment être très cadré, je trouve. J'espère que les jeunes parviennent à se cadrer, parviennent à se concentrer. Parce que sinon, je ne vois pas comment tu vis, comment tu respires, comment... Ils sont quand même nés avec cette technologie, puisque, juste pour l'anecdote, toi, Estelle, t'es née en 99, c'était l'année de sortie de Matrix. Donc, on voit bien que technologiquement, ça donne un petit repère pseudo-culturel pour voir de là où partiez-vous.
Donc je dirais que l'habitude par rapport à ce que dit Christina, est-ce que toi tu la vois de la même manière ou t'es tellement né dedans que c'est normal pour toi de travailler vite, d'avoir toutes ces technologies à ta disposition? J'avais pas pensé à l'idée, la pression d'aller vite avant que tu en parles, justement à cause des technologies. C'est génial. Donc t'as pas ce sentiment que décrit Christina? Non, je sais que, par exemple, ça m'a un peu étonnée quand je suis arrivée en école. Par exemple, les lives Twitter où il faut tout tweeter le plus vite possible pour que les gens aient à disposition les informations assez rapidement. Dans mon travail perso, moi, je fais ma veille d'actualité sur TikTok. Move, c'est une radio qui était à la base très rock, qui s'appelait Le Move. Maintenant, elle s'appelle juste Move et c'est une radio qui est axée vers les jeunes, vers le rap, vers Internet et qui mise tout sur Internet, sur Instagram par exemple. Et on fait notre veille d'actualité sur TikTok et sur Twitter. Parce qu'on a toutes les informations très rapidement. Il faut trouver le truc dont on parle en ce moment au lycée, au collège, à la fac. Donc pour moi, c'est naturel et c'est même super agréable de pouvoir mettre en pratique ce que je fais un peu tous les jours, où je vais sur TikTok, je vais sur Twitter et je vais sur Instagram. Mais justement, tu pourrais pas avoir aussi peut-être ce côté un petit peu anxiogène? T'as peut-être pas de pause en fait là-dedans, parce que quand t'es pas au travail, t'es quand même sur TikTok que tu utilises pour ton travail aussi. Ton cerveau, il est peut-être tout le temps en émulsion. Et tu penses toujours à ton boulot, et ça aussi, il y a peut-être ce truc où tu peux perdre un peu de cette pause-là et créer de l'anxiété par rapport à ça. Ça, je me rappelle, ma première année de master, quand je suis arrivée en école, j'ai super mal vécu la conférence d'entrée, parce que c'est une journaliste qui, en plus, avait fait un burn-out, si je ne me trompe pas, qui nous a dit « Si vous n'êtes pas prêt à être journaliste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je ne mets pas un billet sur vous. » Comme quoi, si on ne veut pas être journaliste tout le temps, c'est qu'on n'a pas la niaque, c'est qu'on ne veut pas vraiment faire le métier, c'est qu'on n'est pas vraiment prêt à rentrer dans le métier. Et il y a un côté positif dans le sens où à chaque fois que tu vas parler avec tes copains, à chaque fois que tu vas être en soirée, il y a des idées de sujets qui vont te venir en tête et ça peut être agréable. Par contre, à un moment donné, moi, j'ai coupé toutes mes notifications sur mon téléphone parce que j'avais tellement d'actualités qui me tombaient dessus toutes les secondes que c'était devenu anxiogène, en fait. C'était toutes les notifications sur ton téléphone, sur ton smartphone qui rendent un peu fou. Et j'ai des collègues qui ont mal vécu l'actualité à Gaza parce qu'ils devaient travailler tout le temps, toute la journée, avec des images horribles, avec des actualités horribles. Et ça doit aller vite et t'as peut-être même pas le temps d'encaisser ce que tu vois, ce que t'entends, ce que t'écris. Du coup, je demanderai à Christina, est-ce que quand tu vois ce rythme effréné que Estelle décrit, qui est celui actuel, mais qui est aussi peut-être générationnel, toi qui avais d'autres habitudes de travail au début, est-ce que tu te dis que cette génération est trop en ébullition, trop en accélération, et trop noyée dans un flot permanent et qu'il faudrait revenir à des méthodes peut-être plus académiques? En fait, c'est plus compliqué que ça. Perso, je travaille avec une jeune femme qui a 25 ans, justement, qui est très tech et qui, du coup, me donne des infos qui sont balancées sur TikTok et qui me dit « Ah ouais, ça, ce serait un super sujet », alors qu'elle n'est pas journaliste. L'idée intéressante, ce serait d'être complémentaires. En tout cas, dans notre équipe, c'est un peu comme ça que ça se passe, en fait. Il y a les gens qui ont les idées, qui viennent de leur tête et d'ailleurs, et de leurs infos. Et puis, tu as le côté réactif d'une nana qui va te dire « Ah ouais, il se passe ça, vas-y, tu devrais creuser, à mon avis, on va cartonner avec cette info. » Donc, c'est complémentaire. Après, il faut être très organisé, je pense. Je ne sais pas si tu reçois beaucoup de mails. Moi, je reçois 150 mails par jour. Ça, je ne peux plus le gérer, par exemple. Vraiment, j'ai fait une allergie à ça. Donc maintenant, je fais attention, je ferme, et il y a des choses que je supprime, en fait. Ouais, donc le croisement des méthodes des deux générations est très bon, du coup. Pour moi, il est super intéressant parce qu'il nous allume, enfin, il nous réveille d'une autre manière, et de la manière qui est celle d'aujourd'hui. Ouais. Et en même temps, on a notre background. Et je pense qu'on nous respecte assez pour notre culture, qui est une culture à l'ancienne, les références qu'on a, le fait qu'on a un autre passif, quoi, un autre passé. Tu parlais de « il vous réveille », etc. Oui. Toi, Estelle, tu parlais d'anxiété, de ne pas réussir à faire de pause. Chose que Christina, j'ai l'impression que toi, tu arrives à faire pause. Après, un petit burn-out. Moi, j'ai fait un burn-out à un moment donné à cause des écrans, des mails, enfin, de tout ce qui était communication extérieure. Donc, je l'ai vécu, donc je me suis arrêtée un mois et je ne pouvais plus toucher un écran, en fait. Je me disais, bon... En discutant avec des amis plutôt de notre génération, avec Christina, il me disait que les jeunes arrivant dans leur premier contrat avaient tendance sur le planning à mettre des moments off. Par exemple, à mettre sur le planning qu'ils étaient off entre midi et 2.
Est-ce que c'est une manière pour vous de vous protéger peut-être de ce flux qu'a subi Christina ? Ou est-ce que c'est, je sais pas, une habitude ? Voilà. Est-ce que cette sorte de rigueur a une fonction protectrice ? Parce que notre temps à Christina, on faisait pas du tout ça, quoi. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on n'est pas dans le journalisme. Ou alors quand on a des horaires très cadrés. Okay. Par exemple, j'ai des amies qui sont en presse écrite, qui ont un contrat, et il y a des moments, elles travaillent de 6h à 13h, ça déborde pas plus, parce qu'elle travaille le matin, ou elle va travailler de 15h à 21h, ça déborde pas plus. Par contre, c'est plus difficile en télé et en radio, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que moi j'ai vécu en radio. Perso, je compte pas mes heures, parce que je suis un peu prise dans le truc. Et puis aussi, aujourd'hui, en tout cas, faire du journalisme sans avoir fait une école reconnue par la profession, c'est assez compliqué. Ça se fait, mais c'est assez compliqué. Du coup, on passe par 1 à 2 ans de concours où on est constamment dans l'actualité, on est constamment en train d'apprendre des choses pour pouvoir les ressortir pour les concours. Donc, ce qui était critiqué pendant un temps par le fait qu'on était devenus des bêtes de concours, des machines. C'est pour ça qu'ils ont changé un peu leur façon de faire pendant le Covid. Après, on enchaîne avec 2 ans de master où on a le même rythme, voire plus important parce qu'on a des horaires à l'école. Je faisais assez attention. J'essayais de me déconnecter après l'école. Parce qu'en fait, on faisait notre travail, on arrivait en cours, et à 18h, 19h, ça dépendait, on avait fini, et on pouvait un peu vivre notre vie. Forcément, on allait lire des articles, on allait lire des choses qui nous intéressent, mais il y a d'autres écoles où on ne sort pas de ce carcan. En fait, il faut travailler en dehors de nos horaires de cours, il faut travailler le week-end. J'ai eu de la chance de ne pas être là-dedans et de pouvoir respirer un petit peu. Mais je savais que, parce que des profs nous avaient prévenus, des intervenants qui sont journalistes nous avaient prévenus, on n'allait pas pouvoir faire la même chose dans notre métier. Parce qu'il faut caler des interviews avant le contrat, qui est un contrat de pige, donc on travaille sur une journée. Et faut travailler avant, faire de la veille d'actu, avoir des idées de sujets. Donc on est un peu tout le temps dans le même rythme, on s'arrête jamais, quoi. Faut réussir à déconnecter, ça c'est compliqué, surtout avec les smartphones. Ce que vous aviez pas, vous, Christina, à l'époque, cette espèce de flow permanent, de flux permanent. Je pense que le flux permanent, tu l'as quand t'es journaliste, parce que de toute façon, t'es toujours dans ta tête en train de t'interroger sur des choses, en fait. À l'époque, il y avait quand même un côté sentir l'air du temps. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, ce n'est plus l'air du temps que tu sens, c'est l'air du temps qu'on t'impose. Et je trouve ça vachement dur, moi, en fait. Alors qu'à l'époque, vraiment, à l'époque, il n'y a même pas 10 ans, tu ressentais quelque chose et tu disais « Ah, c'est marrant ». J'ai entendu ça à plusieurs endroits et ce n'était pas forcément sur Internet, quoi. Mais c'est ton ressenti. Tu parles d'air du temps, mais si on remonte un petit peu dans le temps, quand toi, justement, t'as commencé, on est fin des années 80, c'est-à-dire qu'on sort de la guerre froide. Il se passe quand même beaucoup de choses à ce moment-là. Du coup, est-ce que ce qui se passait dans l'actualité a été une des raisons pour lesquelles tu as voulu te mettre dans le journalisme, qui est un métier qui est quand même assez engagé ? Alors, je crois que je dois être un très mauvais exemple. J'ai vraiment commencé parce qu'un ami m'a dit « Ouais, arrête d'aller à la fac, arrête de traîner tes fesses sur les bancs et viens, parce que t'es faite pour ça. » Et en fait, je me suis retrouvée là parce que quelqu'un a vu quelque chose en moi. Okay. Mais moi, de moi-même, je n'ai pas compris. Je savais juste que j'adorais écrire, que j'étais bonne en lettres, que j'étais très curieuse. Mais non, c'était plus une histoire intime et perso que politique. Voilà. Toi, Estelle, quand tu as commencé, on était vers les années 2020. On sortait du Covid ou on y entrait, ça dépend. Donc, vous avez quand même commencé tous les deux à des périodes très marquantes de l'histoire. Surtout pour les métiers, en plus, qui parlent énormément d'actualité. Vous avez dû être baigné là-dedans. Quand tu as commencé le journalisme, pourquoi tu t'es dit, tiens, le journalisme, j'ai envie de faire ça ? Depuis mes 13-14 ans, je trouvais ça un peu passionnant de parler d'actualité. Après, ça a un peu commencé en me disant, on peut voyager et on peut raconter des choses. Donc, c'est un peu utile et en même temps, je vais découvrir plein de trucs. Après, c'est vrai que j'ai commencé à réviser les concours pendant la période Covid, où il y avait tout le temps de l'actu. Du coup, on se sent quand même assez utile. Autant on parle de choses qui sont politiques, engagées, autant on va parler de sujets un peu plus divertissants où c'est agréable de pouvoir te dire que tu fais les deux. Mais il y a des moments où je compte pas mes heures parce que j'aime vraiment, vraiment ce que je fais. J'ai d'autres potes pigistes qui me disent c'est pas normal de rester jusqu'à 20h, mais c'est le jeu parce qu'on se sent utile et qu'on aime ce qu'on fait. Est-ce que tu sens ça, justement, que ces personnes qui te disent tu devrais rentrer chez toi à 18h, c'est plus des gens de ta génération ? Ou alors que, justement, on a commencé à apprendre à respecter nos horaires de travail
Plutôt qu'avant, Christina, t'as peut-être plus une génération où vous comptiez pas vos heures. Et là, maintenant, on veut plus respecter les lois du travail. À mon sens, on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé par culpabilité parce que, par exemple, quand on parle aujourd'hui de télétravail, nous, à l'époque, quand on n'était pas là, alors que notre boulot, c'est d'être ailleurs et d'aller chercher des infos, d'aller interviewer des gens, il y avait une culpabilité de ne pas être au bureau quand même. C'est un vrai concept, ça. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a changé, ça, en fait. C'est-à-dire, tu t'aperçois que tu bosses comme un malade chez toi. Quand tu es en télétravail, tu n'as plus de limites. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes ont raison de dire, voilà, je bosse de telle à telle heure, mes pauses, c'est ça. Ils sont beaucoup plus fermes que nous, en tout cas ceux que je connais, qui ont entre 25 et 30 ans, n'ont pas cette culpabilité, cette peur de devoir montrer qu'ils travaillent, en fait, de prouver qu'ils travaillent pour l'entreprise. Mais bon, peut-être que je me trompe et ça dépend des secteurs, hein. Franchement, vraiment. J'avais fait un stage, plusieurs stages même, où mes raids chefs, pour eux, on ne devait pas rester jusqu'à pas d'heure. Donc c'était vraiment chouette. Peut-être que justement, avec l'air du temps où eux, ils n'ont pas envie de répéter aussi ce qu'on leur a fait vivre, la plupart de mes rédacteurs en chef et mes rédactrices en chef ne me forcent pas justement à rester jusqu'à pas d'heure. Enfin, si je suis encore là à 19h, ils vont me dire si t'as fini, tu pars, quoi. Et j'étais dans une rédaction où il y avait quelques frictions à un moment pendant un stage. Et je sais que ceux qui avaient 30-35 ans, eux, je pense qu'ils avaient déjà réalisé que c'était un petit peu dur quand ils restaient jusqu'à trop tard. Et si j'avais plus rien à faire à 17h, surtout quand t'es en stage, quoi, que t'es pas payé, je dis, tu te casses, quoi. Même s'il est 17h et que t'as pas envie de partir parce que t'as une culpabilité, justement. Et moi, à un moment donné, j'étais en stage justement avant les émeutes et je m'étais accordé 1 mois de vacances parce que j'avais un déménagement à faire, parce que j'avais plein de trucs à faire, mais je me sentais super coupable par rapport à plein de mes camarades de promo de pas travailler les 2 mois d'été. Mais comme on me disait souvent, tu vas peut-être pas avoir d'été pendant plusieurs années parce que tu vas avoir du taf l'été, je me suis dit, je peux m'accorder 1 mois de vacances pour faire tout ce que j'ai à faire et pas me foutre une pression monstre pendant 1 mois. Et sauf que c'était le moment des émeutes, après Naël. Et il y avait une actualité tellement forte que je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'être là. Je me sentais super coupable et j'en ai parlé avec un de mes collègues qui avait 35 ans qui m'a dit, mais il y en aura plein des actualités fortes, en fait. Justement, prends du temps pour toi, prends le temps de te poser après 2 ans de master où t'as pas eu de pause et t'inquiète. Nous, on est là, on va travailler et t'as pas besoin de te forcer à travailler parce qu'il y a une actualité, parce que t'as envie de raconter des choses, parce que t'as envie d'être utile. Et puis, de toute façon, j'allais pas être envoyée aux émeutes parce que j'avais pas ma carte de presse, que j'étais stagiaire. Enfin, c'était logique, quoi. Oui, mais t'avais un petit FOMO, un petit fear of missing out, que peut-être beaucoup de journalistes ont, et ça, peut-être peu importe la génération, en fait. Oui. Y a un peu ce truc-là avec le métier du journalisme où vous allez forcément vous entendre, c'est non-stop. Vous avez un petit peu envie d'être peut-être sur tous les sujets, parce qu'il y a tout le temps de l'actualité, il y a tout le temps des choses à dire. Et là-dessus, c'est ça qui doit être un petit peu compliqué, de prendre le recul et peut-être aussi de ne pas le prendre personnellement quand tu ne peux pas être sur un sujet, quand tu ne peux pas travailler sur telle ou telle chose, parce que j'imagine que vous n'êtes pas non plus sur tous les sujets que vous voulez. À l'époque, il y avait un truc qui était très important et qu'on disait toujours, c'était qu'il fallait vraiment avoir une spécialité pour ensuite pouvoir évoluer, parce que ta spécialité, c'est elle qui allait te permettre d'avancer, entre guillemets. C'était assez juste, à mon sens. Après, quand tu as envie de changer de case, c'est compliqué. Mais c'était pas faux, en fait. Je sais pas si aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le voit. Je t'avoue que moi, je me pose la question parce que en radio, on nous a toujours appris qu'il fallait savoir toucher à tout quand on était en 2e année de master et qu'on faisait une spécialisation. Ils nous ont dit faut arriver à expliquer les choses en 40 secondes, en 1 minute 30, voilà. J'ai des petits sujets où je suis un peu plus spécialisée, par exemple la tech, TikTok, les sujets air du temps sur Twitter. Mais à côté, je me suis un peu spécialisée sur les sujets espace scientifique à France Culture. Mais à côté de ça, j'ai quand même fait des sujets sur l'économie, sur la politique. Je pense que ça viendra avec le temps, peut-être, la spécialisation. Je sais que mes collègues à France Culture, ils ont leur spécialisation. Il y a un service politique, un service société, un service culture et médias, un service éco. D'ailleurs, les journalistes éco, il n'y en a pas beaucoup chez les jeunes. Et ça, c'est très appréciable quand un journaliste est spécialisé en éco. Mais je pense qu'ils ont touché à tout quand ils ont commencé. Et je ne le prends pas personnellement quand, par exemple, l'année dernière, j'étais en CDD en août. Il y avait des sujets politiques. Je savais que c'était
pas contre moi si j'avais pas les sujets politiques, parce qu'il y a les journalistes qui sont spécialisés dans ça, et c'était plutôt passionnant de les voir débattre sur tel ou tel sujet en conférence de rédaction, même si toi, après, tu vas faire un sujet sur un satellite qui cartographie l'univers et que tu es à côté de la plaque au niveau de l'actualité qui est chaude. Mais justement, je pense que ça viendra vraiment avec le temps. Il y a tellement de trucs qui m'intéressent aujourd'hui que j'ai peut-être même un peu peur de me spécialiser dans quelque chose parce que j'ai envie d'être polyvalente. Et ça, je sais pas si c'est un truc qui nous différencie des autres générations où t'as une ligne directrice et nous, on a peut-être envie de faire plein de choses, quoi. Non, après, quand je parlais de ce conseil qui était donné sur la spécialité, c'était pour trouver du travail après. C'était pas par rapport à ta culture générale, par rapport à tout ce qui t'intéresse. C'était par rapport à ta spécialité qui allait te servir ensuite parce que t'avais un nom. C'était plus par rapport à ça, en fait. Toi, pour commencer, oui, il fallait cette spécialité-là, évidemment. alors que toi, Estelle, pour commencer, au contraire, on te demande d'être couteau suisse, en fait. J'ai un peu cette impression-là, mais c'est vrai qu'on nous a quand même dit que c'était bien d'avoir une spécialité sur tel ou tel sujet, parce que tu vas présenter ton CV, tu vas dire « ça m'intéresse, ça m'intéresse ». Et on ne nous dit pas de faire une seule spécialité, on nous dit souvent « faut que tu aies au moins 3 domaines qui t'intéressent, que tu puisses marquer, parce que faut que tu puisses parler autant de politique que d'environnement, que de technologie ». Par exemple, ça, c'est les sujets que j'aime bien. Mais après, il faut pouvoir se démarquer aussi. Par exemple, je sais que j'ai un rédacteur en chef, il m'a dit il y a beaucoup de jeunes qui arrivent avec un CV, on est spécialisé sur les violences faites aux femmes ou sur l'environnement, mais moins sur la politique ou l'économie, parce que ça intéresse moins les jeunes aujourd'hui, peut-être. Ouais, politique, c'est super apprécié aujourd'hui, quoi. Et peut-être que tu trouveras un peu plus de boulot si tu es spé en économie ou en politique, parce que c'est plus recherché. Mais du coup, toi, Christina, quand tu vois arriver la jeune génération, est-ce que tu les amènes... Est-ce que tu flippes ? Oui, bien sûr. On pourrait se demander comment tu les appréhendes. Ou est-ce que, finalement, tu les accueilles avec grand plaisir en disant, comme tu disais, ça va allumer quelque chose en moi ? Moi, j'ai plutôt tendance, effectivement, à profiter un peu de ce que sont les autres pour m'en nourrir. Donc, c'est vrai que j'ai pas ce sentiment. Et puis, quand tu as 60 ans et que tu as à côté de toi quelqu'un qui a 25 ans... Toi, tu as déjà fait un peu ton taf, quoi. Donc, tu vas pas avoir peur. Au contraire, tu as juste envie que ça se passe super bien. Enfin, après, je ne sais pas si c'est partout pareil. Mais tu vois, pendant le Covid, par exemple, Influencia était devenu un vrai endroit, pour le coup, pour tous nos interlocuteurs, puisque nous, on fait du B2B, beaucoup. C'était devenu un service aussi. C'est un service où on pouvait se soulager, on pouvait parler, on pouvait envoyer ses dessins, ses tribunes. Et à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus complet qu'un média, en fait. Et je trouve que ça, aujourd'hui, peut-être que pour les jeunes, ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire, voilà, je vais bosser pour France Info ou pour Move, et peut-être que je vais monter mon site, et peut-être que je vais faire mon podcast. Je trouve qu'il y a plus de liberté, et ça, c'est plus intéressant, parce que nous, on était obligés de compter sur des gros groupes. J'ai passé ma vie dans des trucs un peu institutionnels. Et je pense que quand tu as 25 ans aujourd'hui, si tu as une passion, si tu as une obsession, tu peux monter ton média, je pense, assez facilement. Avec un petit coup de pouce, étant épaulé évidemment par des gens ou avec d'autres personnes. Mais je pense que, en tout cas, on est plus imaginatif aujourd'hui sur ce que va être notre métier, en fait. Et on ose plus aussi, je pense. Ouais. J'ai un camarade de promotion... on s'est fait une réunion en décembre. Et lui, il m'a dit qu'il était en train de monter un média avec des amis et des collègues, je crois, des anciens collègues. Mais il m'a dit, je ne serai pas payé pendant quelques mois parce que, j'ai au moins envie de tenter, en fait. J'ai envie d'essayer. Et comme d'autres qui, à la radio, n'ont pas forcément envie de rester que à Radio France parce qu'il y a cette liberté de, là, je suis en train de faire un podcast à côté. Parce que malgré tout, en fait... Aujourd'hui, finalement, ce que moi j'entends, c'est tu fais du journalisme comme tu fais de la musique, en fait. C'est-à-dire, oui, tu vas pas gagner d'argent pendant X temps, tu vas tester ton podcast ou ton site ou ton blog ou ce que tu veux, et tu le vis comme une passion. Et peut-être que tu vas trouver un taf à côté. Enfin, je sais pas, c'est comme ça que je le vois, moi. Alors qu'avant, c'était très
tu rentres dans la grande maison du journalisme et voilà, quoi, tu bouges pas beaucoup d'oreilles, quoi. Mais pourtant, sur France Culture, il y a quand même un cadre assez institutionnel, assez lourd. On fait pas ce qu'on veut, on n'innove pas comme on veut. Ah non, moi je trouve pas, justement. J'ai de la chance d'être dans 2 radios, parce que j'ai testé, par exemple, les France Bleu, j'ai testé RFI. C'est des endroits où peut-être j'avais un peu plus l'impression qu'il y avait un cadre qui est pas du tout lourd dans les 2 cas. C'est des lignes édito qui sont assez spécifiques. Et chez France Culture et chez Move, il y a une liberté de sujet, de traiter l'information, parce que c'est ce que les auditeurs veulent entendre aussi. C'est quelque chose de différent, d'aller un peu plus loin dans l'information. Moi, je me sens bien parce que c'est un peu ma façon de faire. Mais c'est vrai que, par exemple, si j'étais à France Info et qu'on me disait « fais un papier en 45 secondes », c'est super intéressant, c'est super formateur. Mais je pense que si je le fais la première fois, ça va me faire bizarre. Parce que là, moi, j'ai le droit de parler pendant 1 minute 40, ce qui est énorme dans le journalisme, où par exemple RTL, RMC, c'est moins de 50 secondes. Donc tu peux aller creuser, tu peux aller chercher un peu le petit plus dans le sujet. Oui, donc ce que tu nous dis, c'est qu'au fond, le métier, vu par ta génération et de ce à quoi vous avez accès maintenant, c'est plus intéressant, en tout cas plus facile à réaliser de manière passionnante que toi, Christina, qui avait pour le coup des grosses structures au-dessus avec des process très établis. Non, et c'est pour ça que j'aurais mieux fait de naître à ton époque, parce que j'aurais monté un journal et il ne serait pas mort parce qu'il était né dans un groupe, en fait. Mais en même temps, j'avais fait mon mémoire de fin de licence sur le journalisme dans les années 70, journalisme féministe. Les journalistes que j'ai interrogés, elles m'ont dit un truc super intéressant qui m'ont fait dire « Ah ben moi, j'aurais eu envie de naître à leur époque. » Après, vu tous les problèmes politiques, mais par exemple, il y en a une, elle m'a dit « Moi, je suis partie 3 semaines en Amérique du Sud et j'avais le budget. » Nous, je pense qu'il y a une question du budget qui est plus serrée, par exemple, où on a moins de terrain... Ouais, moins de liberté sur on peut aller là et je vais te demander de partir avec une équipe de photographes, une équipe comme ça. Après, je viens de rentrer dans le métier, je sais qu'il y a des possibilités de faire des documentaires, mais je sais qu'à Radio France, en plus avec les projets de fusion dont on parle en ce moment, le budget, il est un peu serré, quoi. Les budgets, ils sont serrés partout, là, aujourd'hui, puisque tous les journaux perdent de l'argent, qui sont tous épaulés par des gros groupes. Et c'est vrai qu'avant, les voyages de presse étaient organisés, c'était des événements de folie, c'était très festif, hein, très sympathique, mais bon, c'était une autre époque, quoi, vraiment une autre époque. Et les moyens n'étaient pas... Enfin, après, ça dépend, presse écrite, t'es grand reporter, ça dépend de ce que tu fais, mais oui, il y a moins les moyens aujourd'hui, oui, c'est sûr. J'ai l'impression, perso, après ce que j'avais entendu de leur part et même des journalistes avec qui j'ai parlé, dans ma tête, être grand reporter, c'est un peu impossible. Alors que c'est vrai que c'est un peu mon rêve de partir à l'étranger, de faire de la correspondance. Mais justement, pour moi, c'est compliqué. Après, je sais que de toute façon, le grand reporter des années 70-80, dont j'ai entendu parler, sur lesquels j'ai lu des livres, forcément, ça a évolué. Parce que c'était des années 70-80 et c'était pas du tout la même façon de faire. Et c'est intéressant de voir comment tu peux le faire aujourd'hui. Mais j'ai tellement du mal à me projeter et tellement peur pour l'avenir du métier aujourd'hui que je sais pas du tout à quoi ça va ressembler quand moi j'aurais envie de me lancer là-dedans. Et à côté, je sais qu'il y a des gens qui ont fait de la correspondance, qui sont juste allés dans un pays en disant salut, moi je suis à tel endroit et je peux travailler pour vous, et ça marche. C'est ça, en fait, c'est aussi une question de personnalité, en fait, de passion, d'obsession. T'as des gens qu'on n'arrêtera pas, quoi, en fait. Et qui s'en foutent et qui partent et qui vont trouver un sujet, qui vont le vendre, parce qu'il y a ça aussi, ça passe de cette façon-là aussi. Après, je ne sais pas du tout si effectivement les jeunes sont dans ces préoccupations-là, je ne me rends pas compte. Mais nous, on avait une grande admiration pour les femmes grands reporters, notamment au JDD, où Karine Lajon était toujours sur les zones de guerre. Et voilà, c'était une nana, c'était la seule au JDD. Il y avait 2 filles au fait divers qui sont Elsa Vigoureux et Elsa Guiol, qui ont fait des super carrières, et c'était des nanas qui étaient dans un milieu très masculin. Alors, on n'a pas parlé de ça, mais le JDD, c'était le comble du machisme. Et c'était ces 3 nanas dont je me souviens du nom, en fait, et de ce qu'elles ont fait. Hein. Donc, c'est drôle. Et tu disais question de personnalité. C'est vrai que moi, j'ai un journaliste qui faisait une formation pour partir en Ukraine. Et il nous avait tous dit qu'est-ce que vous foutez à penser à faire de la présentation, donc à rester au bureau
justement, vous êtes jeune, cassez-vous, quoi. Allez à l'étranger, allez tester des trucs. Et le problème, c'est qu'on s'est tous dit, ah, il a raison. Je pense qu'on a peur pour l'argent aujourd'hui, peur pour le futur. Et aussi, on a cette impression, en tout cas, je sais qu'elle est partagée, mais je l'ai beaucoup et j'essaye de m'en détacher un petit peu. Mais on a cette impression que c'est réservé à ceux qui ont de la bouteille, quoi. Ceux qui ont de l'expérience, ceux qui font ce travail-là depuis longtemps, de partir à l'étranger. Et c'est normal, par exemple, on ne va pas envoyer n'importe qui à Jérusalem ou en Ukraine. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile, peut-être que c'est moi, hein, de se dire, là, je vais partir et je vais réussir à faire plein de sujets. Mais quand tu sais qu'en face, il y a des gens qui ont plus d'expérience et qui connaissent par exemple plus le pays, etc., il y a peut-être une appréhension, une réticence de « Ok, moi, il faut que je fasse mes preuves. » Et comment on fait nos preuves aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas un système, justement, un peu de cooptation où les plus expérimentés emmènent les jeunes comme toi qui ont ce désir d'être grands reporters, d'aller sur les zones de guerre, enfin vraiment de faire un journalisme très particulier. Est-ce qu'il y aurait devrait pas être comme ça, cette moi, je entraide pense, de en fait. génération ? Mais je pense que ça l'est. Enfin, par exemple, je sais que dès que je croisais des journalistes sur le terrain quand on était en école et qu'on faisait des reportages, ils nous disaient « Ah il y a la relève ». Et c'était toujours bienveillant. Et je trouve que ça l'est toujours. Pour la plupart des gens que j'ai rencontrés, en tout cas... C'est sûr que même, il y a plein de journalistes qui me disent si t'as envie de partir, pars. Oui, mais est-ce que tu sens qu'il y a une sorte de passation qui se fait, comme une formation ? Toi, est-ce que, par exemple, il y a une personne d'une génération d'au-dessus de toi, un journaliste d'une génération d'au-dessus de toi qui t'aurait pris sous son aile ? Ou est-ce que t'as un petit peu ce truc de t'es jeté dans le grand bain du journalisme et tu te débrouilles tout seul et il y a juste les gens de la génération d'au-dessus qui sont en mode « Oh, bravo », plutôt que plus de te filer un petit coup de main, juste ils disent « bravo, force, hein ». En vrai, au début, je pensais que c'était un peu ça, qu'on est jeté dans le grand bain. Je pense que c'est ça pour certains médias. On l'a vu pour la guerre en Ukraine, on a vu des très jeunes journalistes être envoyés couvrir la guerre en Ukraine. Ça devait être compliqué, surtout quand tu sais pas encore comment prendre de pause, comme on en parlait tout à l'heure, et comment prendre le temps d'encaisser ce que tu vois et ce que tu fais. Je me suis dit pendant un temps, est-ce que c'est moi qui dois demander tout le temps de l'aide ? Et en vrai, c'est important de savoir demander de l'aide et pas justement faire des choses dans ton coin. J'ai commencé en me disant, faut que je travaille toute seule, faut que je leur montre que je sais faire ça. Puis maintenant, je pose souvent la question. Je pose même plus de questions que quand j'ai commencé à faire mes stages. Ce qui est un peu lunaire parce que t'es censé apprendre quand tu fais des stages. Mais maintenant, j'ose beaucoup plus, peut-être parce que justement, je m'entends bien avec la rédac et que je sais que c'est des gens qui sont bienveillants et qui sont là pour te tenir la main. Ils vont pas te faire le travail, c'est sûr. Par contre, ils savent que même quand tu sors d'école, t'es un bébé et t'as plein de choses à apprendre et tu le prendras pas mal s'ils te font une remarque. Justement, ça peut que nous aider, quoi. Et toi, Christina, t'as eu un mentor dans le journalisme ? Oui. Quelqu'un t'a emmené C'est celui qui m'a embarqué à Stratégie en disant arrête de traîner et viens à Stratégie qui à l'époque était... Parce qu'il y avait aussi les grandes écoles, les endroits où tous les gens qui étaient à Stratégie sont devenus des grands journalistes, en fait. C'était assez marrant. Et donc, oui, j'avais un mentor, Laurent Neumann, qui a été directeur de la rédaction de Marianne pendant quelques années, qui aujourd'hui bosse sur BFM, qui m'a embarqué, quoi, et qui m'a pris sous son aile. Et à partir du moment où il m'a embarqué, moi, après, j'ai fait mon chemin, en fait. Et j'ai bougé dans d'autres groupes, et voilà, quoi. Mais t'as moins eu ce passage obligé par les prépas, le diplôme. Je n'ai jamais montré mon CV à qui que ce soit, en fait. Ce qui marque quand même une grande différence. En fait, t'avais ceux qui avaient fait Sciences Po, t'avais CELSA, t'avais effectivement le CFJ, et puis t'avais des personnes qui venaient de la fac et qui s'intéressaient à plein de choses. Donc, t'avais pas un modèle. Alors évidemment, ceux qui faisaient Sciences Po étaient forcément plus intelligents que les autres, dans notre esprit, de personnes complexées. Ouais, non, j'ai jamais montré mon CV, en fait. Aujourd'hui, t'oublies, en fait, le journaliste si tu sors pas d'une école. T'oublies pas. Par contre, il faut s'accrocher un peu plus. C'est ça. Et puis, ça dépend de quelle école tu sors. Encore aujourd'hui, parce qu'il y en a 14 qui sont reconnus. Il y a un classement qui est sorti par... je sais plus si c'était le Figaro étudiant ou... Mais il y a un classement qui est sorti, on ne sait pas comment il a été fait. On sait qu'il y a des écoles qui sont considérées comme mieux formatrices, on va dire. Par exemple, moi, je sors de l'ESJ et je sais que j'ai une bonne formation. On a des accords avec France Culture, avec RFI, avec France Bleu Nord, qui est une super bonne école de formation quand tu sors et quand tu veux faire de la radio. Forcément, on sort avec des facilités. C'est important, même aujourd'hui, d'avoir ce type de formation. Je pense, c'est-à-dire que nous, à l'époque, effectivement, on n'avait pas les fake news, il n'y avait pas tout l'univers polluant
Aujourd'hui, ça me paraît hyper important d'être vachement plus formé. On avait même un atelier à un moment sur comment réagir quand tu subis un harcèlement sur les réseaux après un de tes articles, par exemple. T'imagines, nous, on n'a jamais entendu parler de ça, quoi. Là, dernièrement, il y a une pigiste de Radio France qui a fait un sujet. Il y a un mec qui a réagi sur Twitter. Je ne sais plus exactement sur quel sujet c'était, mais il allait rechercher des photos d'elle sur son Facebook pour les publier sur Twitter. Et elle avait fait une photo pour une campagne cancer du sein. Elle n'était pas nue. Elle avait les épaules dénudées avec un foulard. Enfin, on ne la voyait pas, mais il allait la publier. Il allait mentionner les rédactions en disant voilà qui vous avez dans votre rédac. Il allait demander en fait à tout Twitter de la harceler, quoi. Oui, donc vous avez une exposition personnelle qui n'existait pas du tout à l'époque. Mais qui n'existait absolument te faisais un nom, pas. Mais il n'y avait pas de problème personnel. Il n'y a pas d'interaction. Enfin si, tu peux avoir un courrier, un mec qui te dit vous avez écrit n'importe quoi. Une fois, j'ai eu un problème avec un malade mental, mais je l'aurais eu ailleurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est même pas seulement un métier, quoi. C'est une façon d'être. Il faut être très, 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 très armé émotionnellement. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus dangereux aujourd'hui, en fait, d'être journaliste et de passer ta journée à guetter ce qui se passe sur Twitter ou à faire des commentaires que nous, à notre époque, effectivement, faire un métier ou d'écrire un article où il y a une espèce de distance. Enfin, être en direct avec des gens qui peuvent t'insulter ou être d'accord avec toi, d'ailleurs, c'est ton ego aussi qui est confronté à ce qui se passe. Donc, c'est beaucoup plus sensible, je trouve. Du coup, ça doit être beaucoup plus cadré. Heureusement qu'il y a des France Télévisions, des Radio France, qui sont un étalon, en fait. Parce que sinon, c'est un peu le feu quand même, hein. Enfin, j'ai l'impression. Est-ce que tu vois, toi, cette anxiété chez les jeunes générations ? Je commence à voir ceux qui sortent de cette espèce de brutalité qui ont 30 ans. Et je vois les petits qui sont harcelés, en fait. Mais bon, après, quand tu es journaliste aujourd'hui, je suppose que tu es tellement formé à toutes les agressions ou tout ce que tu dois percevoir ou tout ce que tu dois comprendre que tu es plus armé. Oui, moi j'ai des collègues qui me soutiennent. Enfin, il m'est arrivé un truc... J'ai quelqu'un qui n'était pas content d'un article que j'ai fait. J'ai mal vécu les échanges qu'on a eus à propos de mon article parce que de l'autre côté, en fait, la plainte n'était pas valable. J'ai eu peur que ça se retourne contre moi et je ne savais pas où chercher le soutien. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai un collègue journaliste que j'adore dans ma rédac et qui m'en a parlé et qui m'a dit mais en fait tu fais ton travail et puis si ça te réarrive tu m'appelles dimanche à minuit s'il le faut, je m'en fous. Mais lui il est là, il nous tend la main. C'est agréable de savoir que il y a des gens pour nous aider, mais oui, faut être armé et on nous le dit à l'école, on nous le répète. Il y a même des gens qui pensent qu'on nous le répète pas assez parce que en plus il faut être armé par rapport aux gens qui sont pas contents. Mais ça, c'est depuis longtemps. De plus en plus, il faut être armé par rapport à des rédactions qui vont mal te rémunérer, qui vont t'exploiter. Personnellement, j'ai pas vécu ça, mais ils profitent du fait que ce sont des jeunes journalistes qui veulent avoir du travail. Qui sont passionnés. Et qui le feront quoi qu'il arrive. Mais ça, c'était déjà comme ça avant. Ah oui, ben ça, on rigole beaucoup du fait qu'on vit un métier passion. Exactement. Et que du coup, on ne peut pas se plaindre parce qu'on fait déjà le métier. On est un peu les losers de la passion, en fait. Oui. Ouais. Mais on est très, très contents d'être les losers de la passion. Mais c'est ça qui est marrant parce que on a beau se plaindre, on a beau... le répéter, dire que de toute façon, toutes les rédactions ont des défauts parce que toutes les rédactions sont gérées par des humains et que je suis dans le service public, c'est pas tout rose tout le temps non plus et dans le privé non plus, voilà. Mais comme on est tous dans le même bateau, on peut se tenir la main. Chose que je savais pas quand je suis arrivée et que j'ai failli faire une dépression quand je suis arrivée sur le marché du travail parce qu'on m'appelait pas, que j'avais l'impression que j'avais fait des bêtises, que j'avais mal travaillé. J'ai appelé une de mes collègues qui avait été intervenante à l'école qui m'a dit non, t'as pas fait de bêtises. C'est le métier qui est comme ça et tu vas voir que tu vas t'en sortir par rapport à ça. Donc on peut quand même voir que quand même les générations dans votre activité se tiennent la main, sont quand même présentes les unes pour les autres. Et... Je pense qu'il y a du conflit, j'en ai entendu. Il y a de la jalousie, je pense, parfois même. Il y en a qui ont peur qu'on en prenne leur place, mais c'est pas ultra courant non plus. En tout cas, moi, je le vois pas énormément, mais je sais que ça existe. J'ai déjà vu même des jeunes qui ont peur d'autres jeunes. Parce que c'est vrai que quand tu te dis que chaque année,
il y a 300 à 400 journalistes qui arrivent sur le marché du travail quasiment tous les ans. Tu peux ne pas être très à l'aise à l'idée que toi, tu as essayé de faire ta place pendant 1, 2, 3 ans. Et là, ça se trouve, il y a quelqu'un de super fort qui va venir et qui va en prendre aussi un peu de la place. Mais justement, je pense qu'il faut juste qu'on profite de ce qu'on peut s'apprendre les uns les autres, quoi. Et quelqu'un de plus fort, ça peut bien sûr toujours arriver, c'est un peu universel ce que tu décris, mais est-ce que tu repères ou vous repérez que la culture va très vite, que cette culture est très accélérée par les réseaux et que finalement tu ne vas plus être à la page au bout de 5 ans, quoi. CF Jordan. Mais, oui. Tout va très vite. En vrai, même ça, hein, le fait que Jordan Bardella il soit sur TikTok. Qui joue à Call of Duty sur... Viens, on fait un 1v1. Mais ouais, enfin, moi, je sais que ma sœur a 50 plus que moi. Elle n'est pas sur les mêmes réseaux. Exactement. Oh. Elle est plus vieille. Ouais, elle n'est pas sur les mêmes réseaux. C'est autre chose déjà. Et puis même, ça dépend aussi de la façon dont on utilise les réseaux. Il y a même des gens de mon âge qui, par exemple, décident de jamais aller sur TikTok, alors que je fais partie du côté de la population qui dit on peut apprendre des choses sur TikTok, mais parce que je travaille avec aussi. La question, c'est toujours la même. C'est que tu as à disposition peut-être TikTok qui est génial pour toi parce que tu sais t'en servir. Mais effectivement, si tu vois des gosses de 6 ans qui sont collés toute la journée, c'est pas possible en fait. Il y a des jeunes de, je pense, 18 ans qui savent mieux naviguer sur TikTok que moi. Enfin, c'est logique, j'en ai 25. C'est vrai que limite, tu te dis, ah, eux, ils vont peut-être voir un sujet que moi, j'aurais pas vu. Mais c'est comme ça que ça évolue. Je sais que dans certains services culture en particulier, si tu veux parler de tech, tu vas te tourner vers ceux qui ont 25 ans et qui viennent d'arriver dans le métier parce que eux savent mieux utiliser les outils que toi. Et c'est vrai que ça va de plus en plus vite. Donc toi-même, tu sens déjà un conflit de génération finalement, alors que tu es très jeune et que ça devrait pas, au fond, quoi. Oui, puis même dans notre façon de voir le métier, parce que je me rappelle, j'ai eu une intervenante qui avait 3 ans de plus que nous. Ça faisait vraiment pas longtemps qu'elle était sur le marché du travail. Mais elle nous a dit, j'ai l'impression que vous avez plus envie de vous faire marcher sur les pieds, ou vous imaginez le métier de telle façon, alors que nous, on est restés bloqués dans faut faire comme avant, comme on nous a dit, continuer le cycle, quoi. Alors qu'elle avait juste 3 ans de plus que nous. Est-ce que le Covid n'aurait pas changé quelque chose quand même à tout ça, à cette vision-là ? Je pense forcément. Si, moi, je pense. Puis il y a eu un élan de... On n'a plus envie de se faire enfermer aussi. C'est ça. On nous a un peu volé, entre guillemets, 2 années de notre vie. Je pense qu'il y a un côté où on a peut-être plus envie d'exploser, peut-être plus envie de changer les choses, parce qu'on a vu que le Covid, ça pouvait changer des choses. Rien que le télétravail. Je sais que je ne peux pas en faire parce que ce n'est pas mon cas. Je suis en radio, je travaille les jours fériés et je travaille sur l'ordi au bureau, quoi. Et c'est que quand j'aurai un CDI, que j'aurai un ordinateur du bureau ou en CDD. Donc, il faudra attendre quelques années avant ça. Savoir que le télétravail, c'est possible, c'est déjà une énorme avancée, quoi. C'est aussi se permettre de souffler un peu, de voir le métier autrement et de te dire que si ça a pu évoluer, est-ce qu'on pourra éviter de faire 15 jours de travail consécutifs à un moment donné, quoi ? Parce que c'est ce qui arrive aujourd'hui. Est-ce que c'est un but en soi ? De quoi ? Justement, de ne pas faire 15 jours de travail consécutifs. Est-ce que c'est pas inhérent à l'activité ? Est-ce que cette volonté, je dirais, d'avoir plus des temps de pause, d'être plus au calme, de mieux séparer peut-être vie personnelle, vie professionnelle, est un but ? Depuis le Covid, je pense que je n'ai jamais autant travaillé chez moi, sans limite. Si j'ai un truc à faire le soir, que j'ai pas fini la news, alors après c'est que c'est numérique, c'est quotidien, que je n'ai pas fait des corrections, que je dois intégrer des photos... Je vais le faire à 11h du soir et mon mec me dit « mais ça va pas en fait ». Donc ça crée quand même un mélange des genres très bizarre. C'est ça, il y a une forme de piège là-dedans. Alors après, je ne sais pas si c'est un piège ou pas. Moi, ça me fait marrer, parce que tu bosses d'une façon un peu... t'es pas dans un cadre, mais peut-être parce que j'ai l'âge que j'ai aussi, ou j'ai peut-être pas besoin de cadre et que c'est bon, je m'en suis tellement tapé des cadres. Il y a un côté que j'aime bien à la radio, c'est que t'arrives, tu fais ton travail, tu pars, t'as fini. Quand t'as un article à écrire, par exemple une pige, et que tu le fais depuis chez toi, c'est vrai que tu peux étaler, soit tu le fais en une journée ou en 2 jours, et c'est bon, tu peux très bien étaler ton travail et pas trop avoir de limites avant la date butoir où tu dois envoyer ton article. C'est ce qu'on a remarqué, c'est ce dont on parlait avec cette intervenante qui avait 3 ans de plus que nous et qui nous disait « vous faites pas marcher dessus ». On a réalisé que oui, on avait un peu envie de bien séparer la vie personnelle et la vie professionnelle, parce que c'est trop facile de tout mélanger.
C'est trop facile de pas s'arrêter de travailler. C'est trop facile de dire oui à toutes les piges qu'on nous propose parce qu'on nous apprend aussi qu'on peut pas dire non. Parce que plus tu dis oui, plus tu as de travail, plus tu as d'expérience aussi, plus tu t'intègres à une rédac. Donc forcément, si tu as envie de poser tes limites, faut apprendre à les poser. J'ai une collègue pigiste qui m'a dit ça fait 2 ans que j'ai pas posé 2 semaines de vacances. Et que c'était tellement agréable pour elle de respirer, de se déconnecter pour de vrai, parce qu'elle avait appelé les rédactions en disant « Je suis pas disponible du tout, vous ne m'appelez pas ». Comme ça, elle regarde pas son téléphone en attendant d'avoir du travail, parce que c'est ce qui nous arrive au final, d'être tout le temps collé à notre téléphone en espérant qu'on nous appelle, qu'elle s'est dit « C'est tellement bien que ça, faut le répéter, il faut oser le faire ». Et ça, c'est une question d'âge ou d'expérience? Non, j'ai des copines qui ont 60 balais aussi, et elles sont pigistes, et elles n'ont pas de vie, en fait. Donc, c'est incroyable. Notre génération, ça, c'est ce qui nous fait peur, c'est de ne pas avoir de vie. De même si c'est un métier passion, on se dit, on ne veut pas se donner corps et âme à ce point-là, parce qu'on a vu les autres réagir d'une certaine façon, quoi. Oui, ayant 25 ans, on a vu nos parents, en fait, aussi. Je pense que c'est aussi ça qui nous a pas mal dégoûtés. En tant qu'enfant d'une génération qui a surtravaillé, on a vu ça, en fait, autour de nous. On n'a pas vu, justement, nos parents parce qu'ils bossaient. Et je pense que c'est quelque chose que notre génération est en train d'apprendre un petit peu à mettre en place, c'est-à-dire déconnecter, séparer le pro du perso. Oui, mais financièrement, il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir le faire. Et au début, on peut absolument pas le faire. Non. Moi, j'ai eu des semaines où j'avais un job à côté de la radio. Pendant 2 semaines de suite, à un moment donné, je faisais du 8h, 1h du matin, sans pause. La seule pause que j'avais, c'était dans le métro. J'ai eu du mal à avouer à ma rédaction que j'avais un travail à côté parce que j'avais besoin de manger et de payer mon loyer. Ils m'ont complètement comprise et ils m'ont dit « Mais vas-y, mais pars plus tôt si tu veux aller au travail, pas de problème ». À un moment donné, j'ai fait un 18h, 11h du mat parce que je travaillais en matinale. Enfin, c'était un rythme impossible. J'avais pas de vie, quoi. Et je me suis dit, je peux plus faire ça. Et j'ai pas envie de faire ça. Tous les collègues de mon âge ne veulent pas le faire non plus. J'ai des collègues de 35 ans aussi qui se disent déjà qu'ils sont un peu tombés dedans et qui veulent plus continuer. Peut-être qu'il y a une vague en ce moment avec notre génération où, comme tu dis, on apprend à bien poser nos limites. Je pense que la question, c'est peut-être pas forcément les jeunes qui veulent peut-être pas trop en faire, c'est aussi les jeunes qui veulent faire juste. Parce qu'on a eu les générations d'au-dessus qui ont fait trop jusqu'à être malades, quoi. Et pas que en début de carrière, ça a duré 10 ans de carrière où c'était du surmenage. Je pense que nous, on a vu ce surmenage-là, des burn-out dans tous les sens. On parle de burn-out en plus depuis très très récemment. Avant, ils pensaient juste qu'ils étaient malades et que c'était une bonne grosse tristesse et 1 semaine en vacances et ça passera. Non, faut apprendre à arrêter à ça aussi, ça change énormément, oui. La donne. Donc, heureusement. On parle beaucoup plus de santé mentale au travail. Alors qu'avant, c'était soit t'es malade, ouais. C'est en train d'arriver, mais pas encore. Mais on peut commencer à comprendre quelqu'un qui peut dire « Je suis en énorme crise d'angoisse, là, je ne peux pas venir, en fait. » À France Culture, il y avait eu une enquête. J'étais pas encore dans la rédaction, mais il y avait eu l'enquête sur Sandrine Trainer, une enquête par Télérama, qui apparemment faisait régner un climat de surpression au travail qui n'était pas vivable autant pour les jeunes que pour ceux qui ont 20 à 30 ans d'expérience dans la rédac. Mais je pense qu'il y a un truc où nous, les jeunes, en arrivant dans le travail, justement, on n'a pas envie d'avoir 10 ans à 20 ans de surmenage. On se dit, vaut mieux poser les limites peut-être tôt pour savoir le faire plus tard et pour se dire, ok, on va pas rester coincé dans le surmenage et la pression. Il y a eu des méthodes de management, effectivement. Il y a eu les grands procès d'Orange, les salariés qui se suicidaient. Il y a eu une vague de suicides terrible il y a une dizaine d'années. Mais je pense qu'on en revient. Et après, peut-être qu'aussi, tu tombes pas systématiquement sur un fou qui te fait travailler jusqu'à minuit, 1h, 2h. Donc, peut-être qu'aussi, une fois de plus, c'est une vision un peu des médias, des réseaux qui impriment ça. Même si on connaît chacun des collègues qui subissent ce genre de pression et d'horaires incroyables. Écoutez, peut-être qu'on peut arriver à notre question un peu de fin, qui correspond bien à ce qu'on vient de se dire. C'est ça. Estelle, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu voudrais dire à la future toi, qui a l'âge de Christina ? Je suis assez pessimiste. Je sais pas si la future moi, à 60 ans, elle sera dans un monde vivable. Donc, je sais pas s'il y aura une moi à 60 ans.
J'espère que si elle est là et que le dérèglement climatique nous a pas tous balayés, j'espère qu'elle aura pu faire tout ce qu'elle a eu envie de faire, ou en tout cas qu'elle aura pas de remords parce que elle a trop sacrifié ou parce qu'elle s'est trop laissée entraîner dans un rythme effréné et pas s'empêcher de faire des choses, surtout. C'est vraiment, je pense, le plus important aujourd'hui. Et Christina, qu'est-ce que tu aimerais dire à la jeune toi de 25 ans ? Eh bien, je lui dirais bien qu'il aurait mieux valu qu'elle fasse une formation, qu'elle soit moins sensible, qu'elle soit plus carrée, moins instinctive, parce qu'en fait, les formations, c'est important en fait. Ça t'aide à quand même avoir une espèce d'assurance que tu n'as pas quand tu n'as pas de formation, même si tu es très fort, tu n'as pas la même assise en fait. Mais je lui dirais quand même de faire du journalisme. Ouais. Mais peut-être plus radio. Et qui ferait des livres à côté en fait. Et des podcasts. Et des podcasts. Un peu le rêve, ça. Hein. J'espère que la moitié de 61 ans, elle fera ça. Merci. Merci à vous. Ouais. C'était super intéressant, en tout cas. C'est très agréable. Parler avec vous. Ouais. Merci à vous deux d'avoir échangé avec nous. On espère que ce moment partagé à discuter, vous fâcher et vous réconcilier vous a plu. On espère aussi que ce podcast permettra peut-être de mieux s'écouter, pour mieux se comprendre entre générations, et saura montrer que malgré nos différences, on vit tous ensemble. Alors gardons ça en tête. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast Génération, avec le S entre parenthèses, sur vos plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi visiter notre compte Instagram et notre TikTok, Génération avec le S entre parenthèses, sur lequel nous approfondissons les sujets et thématiques abordés ici. Et n'hésitez pas à nous écrire, nous nous ferons un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Merci et à bientôt dans Génération.